bienvenue à tous pour cette 31e conférence du dernier mardi du mois. Donc, on a la chance d'accueillir avec nous Sophie Achard, qui est maître de conférence en toxicologie environnement à l'Université Paris-Cité et qui va nous parler d'Epitox, un outil pour étudier l'impact respiratoire de la pollution atmosphérique à l'aide d'une approche in vitro. Alors, pour vous rappeler, hein, la FHU, c'est un projet, donc qu'on appelle un projet porté par le G4, donc les quatre villes, Lille, Amiens, Rouen, Caen, labellisées par Avisan, et normalement pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 2021. L'idée étant de renforcer les relations hôpital-ville-université, unité de recherche au sein de l'interrégion et sur le thème de la santé respiratoire, en sachant qu'on souhaite une santé respiratoire par une approche intégrée qui prend en compte les caractéristiques de l'hôte, et ce, dès l'enfance tout au long de sa vie, de son environnement et des pathogènes avec les interactions au niveau pulmonaire, donc avec un certain nombre de partenaires que je ne détaillerai pas. Je vous rappelle également que les conférences du dernier mardi du mois, eh bien, elles ont lieu tous les derniers mardis, sauf si on est en vacances scolaires, où on le fait le mardi d'avant, de manière à ce que tout le monde puisse se connecter. Elles peuvent être orientées grand public ou réservées aux professionnels de santé. C'est le créneau 13-14, et à 14, on arrête tout quoi qu'il arrive. Et en général, on est autour de 45 minutes de conférence pour ensuite un temps d'échange, et qu'on peut avoir la diffusion de l'événement donc auprès des 4 CHU et des universités. Et pour le replay, c'est dépendant, ça se discute avec le conférencier. Donc ça, c'est le programme tel qu'il est aujourd'hui. Donc comme vous voyez, on a un petit trou pour le 27 mai. Si jamais vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas. Quelques news avant de laisser la parole au docteur Achard. Je vous rappelle la date de la 5e journée scientifique de la FHU qui sera en visio le mardi 13 mai avec un point d'étape et des présentations, un travail, puis des ateliers, on va dire, l'après-midi dont on vous donnera un peu plus de détails. Il va être très très important de bien mettre à jour notre cloud en termes de comment dire, d'appels à projets soumis, acceptés, de publications, de présentations en conférences, etc., puisqu'on en aura besoin pour notre rapport final. Le Claude s'est modifié, on a un nouveau Claude. Donc vous avez dû tous recevoir un lien et des modalités de connexion. N'hésitez pas à tester et nous faire un retour, notamment s'il y a un souci, mais même de nous dire que ça marche. Là, pour l'instant, les difficultés rencontrées sont essentiellement sur le CHU de Rouen. Elles sont en cours donc de résolution, dirons-nous. Et puis des au cas par cas sur l'Institut Pasteur de Lille qui visiblement sélectionne les personnes qui ont le droit d'avoir accès au cloud. C'est important de vraiment mettre à jour pour préparer le rapport final, dont visiblement la date de rendu est avancée de plusieurs mois et sera probablement pour septembre 2025. On attend en tout cas un retour. Donc on va faire tel que la date serait le 1er septembre 2025, même si on n'a pas de date officielle. Donc on a vraiment besoin de vous. Et moi, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais donc laisser la parole au docteur Achard. Vous, normalement, vous avez le droit au partage. Oui, merci beaucoup. Je vais partager. Est-ce que tout le monde voit? Ouais. Est-ce qu'il y a possibilité de le mettre parfait? C'est nickel. D'accord, parfait. Ben, merci beaucoup pour cette invitation qui est à l'initiative de Jean-Marc. Donc, merci Jean-Marc. Ça me permet effectivement de vous présenter l'outil que j'ai mis en place au laboratoire à la faculté de pharmacie qui s'intitule Epitox et je vais vous expliquer pourquoi ce nom. Donc, je ne vous apprendrai rien en indiquant que la pollution de l'air est un mélange complexe et très hétérogène, de par ces polluants gazeux, particulaires, les contaminants biologiques, mais aussi parce qu'il y a de nombreuses variations au niveau de ce mélange. Donc, il varie beaucoup en fonction de ses sources, urbaines, rurales,
s'il y a des sources agricoles, au niveau de la densité de population, au niveau évidemment des saisons, la composition est différente en saison sèche ou en saison humide, les climats bien sûr, la géologie des lieux. Et puis en pollution de l'air, eh bien, on peut considérer différents environnements, des environnements intérieurs, extérieurs, domestiques, professionnels. Ce qui fait qu'en fait, tout au long de sa vie, l'homme est exposé à des polyexpositions de façon chronique, des effets cumulatifs, ce qui contribuera en fait à certaines pathologies. Mais cette complexité en fait de la pollution de l'air en fait vient également du fait qu'il y a au moment des émissions donc une chimie de l'atmosphère qui fera que certains polluants seront transformés et puis il y aura une concentration et il y a une distribution dans l'espace qui ira soit au niveau local, soit au niveau régional, mais voire parfois beaucoup plus loin. Il y a des retombées. Ces retombées donc iront contaminer les différents biotopes, c'est-à-dire l'eau, le sol et bien sûr l'air. Alors là-dedans, eh bien, l'homme va rentrer en contact avec tous ces polluants via la surface oculaire ou la surface cutanée. Mais il y aura aussi des expositions qui seront par voie digestive à travers l'alimentation et les eaux. Et puis la voie prioritaire pour tout ce qui est polluant, tout ce qui est aérien évidemment, c'est la voie respiratoire. Alors, comme je le disais, en fait, toutes ces expositions vont amener à différents types comment dire, de pathologies. J'essaie de retirer le cadre, voilà. De pathologies, donc qui sont relativement bien décrites, et donc il y a des pathologies au niveau cérébral avec des accidents vasculaires cérébraux, au niveau cardiaque, des arythmies cardiaques, et au niveau intestinal avec le déséquilibre du microbiote, des troubles du métabolisme, un vieillissement cutané prématuré, des sécheresses oculaires qui peuvent être très impactantes et bien sûr au niveau pulmonaire, eh bien, il y a le développement et l'exacerbation de certaines pathologies comme l'asthme, les bronchies chroniques obstructives, l'apparition d'infections respiratoires, voire des cancers. Alors, pour évaluer l'impact de ces pollutions sur la santé respiratoire, eh bien, on a différentes démarches peuvent être mises en place. Donc, on peut décrire des études épidémiologiques qui permettront, par exemple, d'établir des associations entre les expositions et la survenue de certaines pathologies. Il y a également des études expérimentales in vivo qui ont plutôt un but de prédiction et je parlerai plus précisément des études expérimentales in vitro, donc sur cellules qui ont plutôt une approche mécanistique. Alors, pour évaluer en fait l'impact des polluants sur la santé respiratoire à l'aide d'une approche in vitro, il faut se poser certaines questions et que ce soit des questions côté cellulaire évidemment, côté de l'aérosol et puis au niveau de l'exposition. Côté cellulaire, en fait, il faut vraiment être au plus proche, que ce soit pertinent en fait, au plus proche de la physiologie humaine. Donc, il va falloir identifier les cellules et les tissus cibles. Au niveau de l'aérosol, eh bien, on est exposé à des mélanges, donc, ou à certains polluants. Donc, il va falloir être le plus représentatif de l'exposition humaine. Donc, il va falloir faire attention aux mélanges. Et c'est pas toujours facile, aux mélanges que l'on va tester. Et surtout, peut-être les travailler à faible dose, puisqu'en fait, on est plutôt dans une exposition chronique. Et donc, qui dit chronicité, dit des faibles doses pendant un certain temps. Donc, il va falloir pouvoir mimer cette chronicité à l'aide de modèles d'exposition qui permettent de faire des expositions répétées. Et donc, il va falloir que l'on choisisse des modèles d'exposition qui sont pertinents. Donc, juste de façon très générale, je vais essayer de revenir sur le poumon. En fait, le poumon, eh bien, donc, on a des lobes pulmonaires et dans ce lobe, on trouve l'arbre respiratoire qui commence par la trachée, on a les bronches, les bronchioles et puis on a les alvéoles. Et on voit qu'on a un conduit qui a un diamètre qui diminue plus on va vers la partie basse de cet arbre respiratoire. Et si on regarde un petit peu l'épithélium comment dire, qui recouvre un petit peu ces conduits, eh bien on voit que cet épithélium est différent en fonction également
de la partie haute ou de la partie basse de cet arbre respiratoire. En partie haute, on a plutôt un épithélium pluristratifié avec des cellules ciliées, des cellules sécrétrices de mucus, des cellules basales et donc un mucus qui va protéger cette partie haute des voies respiratoires. Ensuite, on arrivera au niveau des bronchioles à un épithélium qui est beaucoup plus fin, avec des cellules ciliées, un petit peu de mucus. Et puis, au niveau alvéolaire, eh bien, on n'aura plus du tout de mucus, mais un surfactant et on aura des macrophages, des pneumocytes de type 1 et 2, et il y aura une proximité très importante en fait avec les cellules endothéliales à travers la barrière alvéocapillaire, donc qui permet les échanges gazeux, mais malheureusement qui va permettre également aux polluants qui arriveront jusqu'aux alvéoles à se retrouver au niveau systémique, au niveau de l'organisme. Ainsi, si on prend par exemple les particules, eh bien, je dirais, cette anatomie en fait de l'arbre respiratoire fait que plus les particules sont petites et plus elles iront profondément dans l'appareil respiratoire. Et donc, on retrouvera donc des localisations qui seront, je dirais, pas spécifiques, mais qui leur seront pas, prioritaires. Et en ce qui concerne la solubilité de ces polluants, eh bien, on a également en fait comment dire? Une graduation, c'est-à-dire plus le polluant est soluble et plus il ira profondément également dans l'appareil respiratoire. Ainsi, les propriétés physico-chimiques des polluants sont aussi une caractéristique à considérer, pour essayer de bien choisir son modèle cellulaire. Donc, quand on parle de modèle cellulaire, donc classiquement, hein, on va utiliser des cellules adhérentes. Cellules adhérentes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que, eh bien, elles vont se fixer sur un support qui est soit un flacon, soit des boîtes de culture. Et souvent, on travaille sur des cellules que l'on appelle monocouches, c'est-à-dire qu'il va y avoir une seule couche de cellules monocellulaires, un seul type cellulaire. Et ces cellules, ces cultures sont maintenues dans des conditions qu'on appelle submergées parce qu'elles sont dans un milieu de culture qui est en fait un milieu nutritif. Et donc, ça leur permet d'avoir une croissance qui est correcte et sans mort cellulaire. Et lorsque l'on veut travailler sur des polluants atmosphériques, eh bien, on va avoir un problème technique. Pourquoi? Parce que si on travaille sur des particules, il faut savoir que les particules, elles peuvent être de diamètres différents, mais elles sont de toute manière très légères. Et lorsque l'on va travailler sur des cellules maintenues dans un milieu de culture, eh bien, ces particules, étant très légères, elles vont plutôt rester à la surface du milieu et donc elles rentreront faiblement, voire pas du tout, en contact avec les cultures de cellules. Si on veut travailler sur des gaz, et bien souvent, on fait ce qu'on appelle un barbotage, c'est-à-dire qu'on va introduire donc le gaz dans le milieu de culture et il va y avoir de gaz sous forme de petites bulles comme ça qui va se diffuser dans le milieu. Mais encore une fois, on aura très faiblement un contact avec les cellules. Quant aux composés chimiques, comme des pesticides par exemple, eh bien, pour les travailler, on les mettra en solution dans un solvant approprié et on les mettra dans le milieu de culture. Donc de façon générale, en fait, on a un mauvais contrôle de l'exposition et souvent on a des échantillons qui sont incomplets, voire modifiés. Et si on va un peu plus loin, si on regarde également un petit peu ce qui se passe au niveau anatomique, hein, je reprends, donc on a notre poumon et on a ces conduits, donc ces conduits donc, qui permettent de véhiculer l'air donc au plus profond des poumons pour cet échange gazeux. Et en fait, ben, on a donc de façon naturelle donc un espace liquide, enfin air, je dirais air au niveau du centre de la lumière et liquide par donc
la constitution un petit peu de ces épithéliums. Donc en fait, il va falloir retrouver cet espace aérien en fait dans nos modèles cellulaires pour avoir une exposition qui est au plus proche de la physiologie. Ce contact en fait entre l'air et, les cellules en fait vont permettre d'avoir ce contact direct entre les polluants et la surface apicale, donc des tissus qui vont se retrouver autour de ces conduits, de ces conduits respiratoires. Donc, quand j'ai mis en place ce modèle pertinent pour évaluer la réponse cellulaire et moléculaire sur des cellules cibles, en fait, des polluants environnementaux, c'était dans une idée de se rapprocher au, au mieux des conditions réelles d'exposition et surtout d'avoir un modèle qui pouvait être généralisé à différentes problématiques environnementales, c'est-à-dire à différents types de polluants, qu'ils soient gazeux particulaires ou à différentes cellules cibles ou organes cibles. Ici, on parlera du respiratoire, mais on verra que ce modèle est adaptable à d'autres barrières physiologiques. Donc, je pense que vous l'aurez compris. Donc, l'idée de travailler dans des conditions liquides sur plaque était pas du tout envisageable pour ce modèle. Donc, il a fallu essayer de mettre déjà nos cellules sur ce qu'on appelle des inserts, donc ces petites chambres de culture. Pourquoi? Parce que elles vont permettre, au moment de l'exposition, de pouvoir retirer le milieu en partie apicale de ces cellules en leur assurant en partie basale un milieu nutritif. Donc, elles ne vont pas souffrir du manque de nutriments, elles ne seront pas complètement asséchées, et ce qui permettra, en exposant, d'avoir vraiment ce contact entre les cellules et la partie apicale et le polluant. Évidemment, après exposition, on remettra les cellules donc dans leurs conditions de vie, c'est-à-dire on les mettra de nouveau dans un milieu dans des conditions submergées et en fonction de la cinétique que l'on a décidé dans le protocole, on pourra évaluer les réponses cellulaires et moléculaires. Donc à ce stade, en fait, il a été assez aisé de mettre les cellules, de faire des cultures de cellules sur insert et de pouvoir les exposer à l'interface air liquide. Cependant, très vite, on s'est rendu compte que, eh bien, il y avait un temps d'exposition qui était relativement court, tout simplement que malgré tout, les monocouches souffrent de l'absence de milieu si on les laisse trop longtemps avec une interface air liquide. Et on ne peut faire que des expositions uniques, voire répétées, mais sur des temps très courts, tout simplement parce que les cellules vont continuer à proliférer et qu'une fois qu'elles sont trop importantes sur l'insert, il faudrait ce qu'on appelle repiquer, c'est-à-dire diminuer leur densité pour éviter qu'elles meurent. Pour essayer d'améliorer un petit peu ces expositions à plus long terme, eh bien, on est passé d'un modèle 2D à un modèle 3D à partir de cellules primaires, voire de lignées cellulaires. Donc, une fois qu'on avait ces modèles ces modèles cellulaires, en fait, eh bien, il fallait on s'est posé la question de savoir comment on allait exposer nos cellules. Bon, c'est bien d'avoir un système d'interface air liquide, mais il nous fallait quand même des outils pour avoir des expositions qui soient bien contrôlées. Et pour cela, donc, il existe sur le marché plusieurs types de systèmes d'exposition à l'interface air liquide. Moi, je vais vous en proposer deux, puisque ce sont les deux que l'on a développés avec la société Vitrocell. Le premier est plutôt un système que je dirais dynamique, alors que le deuxième est un système qui est plutôt statique. On va commencer par le modèle d'exposition d'interface air liquide de façon dynamique qui se compose en fait en un module. Ici, c'est un module avec ce qu'on appelle 6 puits. Donc, on peut mettre six échantillons cellulaires et chaque chambre d'exposition, en fait, est surmontée d'une petite trompette. Cette trompette est schématisée ici et elle permettra, en fait, de véhiculer l'air chargé en polluants jusqu'aux cellules qui se trouvent sur leur insert dans leur milieu de culture.
Donc en fait, en amont, évidemment, on a généré et contrôlé nos mélanges, notre aérosol, que l'on va passer à travers un système de distribution avec un flux relativement important de sorte à pouvoir homogénéiser notre aérosol et on va tirer, et c'est pour ça que c'est dynamique, on va tirer avec un flux de 2 à 5 millilitres minute notre aérosol vers les cellules pour qu'elles puissent être exposées. Une fois que votre exposition est terminée, et bien, que ce soit vos cultures 2D ou 3D, eh bien, elles repartent à l'incubateur le temps de faire d'évaluer l'activité biologique. Donc, l'avantage de ce système, c'est qu'il permet de recevoir des cellules, soit sur insert évidemment, mais soit en 2D, soit des épithéliums reconstruits, et il y a surtout la possibilité d'utiliser différents inserts, et ça, quand on fait de la culture, c'est un peu important. Le second système, donc, est un système qu'on considère comme statique et représenté ici. Donc, il s'agit du cloud, donc toujours développé par la société Vitrocell. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'ici, on a un système qui est surmonté par 3 chambres. Et donc ici, on va pouvoir mettre encore une fois les cellules, les cultures soit en 2D, soit en 3D. Et ces petits systèmes sont surmontés en fait d'une pastille sur laquelle on va déposer la substance que l'on veut tester et avec un, un déclenchement électrique, on va créer un nébulisa. Ce nébulisa, en fait, va s'homogénéiser dans nos tubes ou dans notre chambre d'exposition, va sédimenter et va rentrer en contact avec nos cellules. Donc, une fois que le contact s'est fait, eh bien, on remet nos échantillons cellulaires, nos cultures cellulaires dans l'incubateur en vue d'effectuer de mesurer l'activité biologique. Donc, une fois qu'on avait trouvé un petit peu ces systèmes d'exposition, donc qu'ils soient dynamiques ou statiques, qu'on a validé nos modèles 2D ou 3D, eh bien, il fallait se lancer dans les expositions longues et répétées pour essayer de mimer au mieux les expositions réelles. Et donc, je vais vous présenter mon retour d'expérience en fait, en démarrant par l'origine de la mise en place de ce projet. En fait, je suis arrivée donc en 2007 dans ce laboratoire de santé publique qui avait mis en 2003 en place une cohorte de nouveau-nés dans le but d'étudier l'impact des polluants atmosphériques sur leur santé respiratoire. Et donc, lorsque je suis arrivée, l'idée était d'apporter une plausibilité biologique aux données épidémiologiques qui allaient être obtenues. Donc, quand je suis arrivée en 2007, eh bien, les premières données météorologiques qui étaient apparues après des enquêtes dans les logements des enfants, eh bien, c'était surtout au niveau des aldéhydes. Et donc, j'ai commencé à travailler sur le formaldéhyde et ensuite sur l'hexanal. Donc, nous avons démarré sur des lignées cellulaires, donc les lignées bronchiques bis2b ou les lignées alvéolaires A549, et comme je le disais, avec le formaldéhyde que l'on a généré dans des chambres de génération et que l'on a connecté à notre système d'exposition à l'interface air liquide en mode dynamique. Les cellules donc étaient en monocouche sur des inserts et nous les avons exposées pendant 30 minutes au formaldéhyde. Et de façon très décevante, eh bien, on va suivre, au cours ma présentation, on suivra toujours la production d'IL-8, pour la réponse inflammatoire, et que ce soit au niveau alvéolaire et bronchique, eh bien, il n'y avait aucune réponse inflammatoire avec ce système-là. Donc, on s'est demandé si peut-être qu'en présensibilisant nos cellules, peut-être qu'on allait pouvoir déclencher une réponse inflammatoire suite aux expositions au formaldéhyde. Et effectivement, c'est ce que nous avons observé. Donc, cette présensibilisation s'est faite avec des LPS ou avec du TNF-alpha pendant 16 heures avant exposition et on voit, au moins pour les cellules alvéolaires, qu'effectivement, eh bien, on avait une augmentation de la réponse inflammatoire suite à l'exposition au formaldéhyde pendant 30 minutes.
Pour aller un petit peu plus loin, au niveau de ces présensibilisations, on s'est dit, ben, pourquoi pas utiliser des milieux conditionnés. Ce milieu conditionné étant en fait le milieu dans lequel on a cultivé des THP1 qui sont des monocytes que l'on a transformés en macrophages. Donc après 24 heures de culture, on a récupéré ce milieu que l'on avait déjà contrôlé. Il contenait de l'IL-8, de l'IL-1 bêta et du TNF-alpha et que l'on a mis pendant 16 heures au contact de nos cellules, soit alvéolaires, soit bronchiques. Et ensuite, on les a de nouveau exposés, enfin on les a exposés au formaldéhyde pendant 30 minutes. Et là, on voit bien qu'il y a une réponse inflammatoire qui s'est installée, mais on voit bien qu'avec l'air déjà, il y a donc une sensibilisation qui a été faite, parce que rien que l'air a conduit à une augmentation de cette réponse inflammatoire, ce qui n'est pas forcément étonnant. Mais on voit bien qu'il y a quand même une augmentation qui est significativement différente du contrôle lorsqu'il y a contact avec le formaldéhyde. Donc en fait, à ce stade, on était content puisqu'on arrivait à moduler la réponse inflammatoire après une exposition unique au formaldéhyde, mais il fallait une présensibilisation des cellules pour que l'on puisse voir un effet. Donc, pour continuer sur cette idée peut-être d'interaction entre deux types cellulaires, parce que je rappelle donc le milieu conditionné, en fait, c'est là ce que le macrophage peut apporter dans une réponse biologique, eh bien, nous avons fait des co-cultures entre le macrophage et la cellule épithéliale, qu'elle soit respiratoire, qu'elle soit alvéolaire ou bronchique. Et donc, on a tout d'abord regardé simplement ce qui se passait quand on exposait uniquement les macrophages au formaldéhyde, et puis quand on a exposé les co-cultures. Et ce que l'on voit, c'est que si on regarde l'écoculture, que ce soit avec les cellules, donc les macrophages et les cellules alvéolaires ou les macrophages avec les cellules bronchiques, eh bien, on observe qu'il y a une très large augmentation de la production d'IL-8, donc une réponse inflammatoire qui est très importante suite à l'exposition au formaldéhyde. Mais on voit bien que la part du macrophage est très certainement la plus importante, bien que il y a quand même un effet de la cellule épithéliale, une réponse de la cellule épithéliale. Donc, à ce stade, eh bien, encore une fois, on était plutôt satisfait. D'abord parce qu'on a pu exposer des co-cultures, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis nos deux inserts en même temps dans notre système d'exposition vitrocell et on a pu comme ça se rapprocher un petit peu des conditions physiologiques d'exposition des cellules de l'appareil respiratoire. Alors, on a voulu également regarder, et ça c'était suite un petit peu aux premiers résultats qui étaient arrivés au niveau que l'on avait obtenu au niveau de la cohorte. Et donc, on s'est demandé si certains composés organiques volatiles pouvaient pas sensibiliser en fait une réaction inflammatoire avec certains contaminants biologiques. Eh bien, il pouvait y avoir une exacerbation de l'inflammation. Donc, c'est ce qu'on a voulu regarder et on a pris certains polluants que l'on avait retrouvés, donc contaminants biologiques que l'on avait retrouvés dans la chambre, dans les logements des enfants et on a ciblé plutôt l'Aspergillus fumigatus qui était plus facile à obtenir au niveau pour faire une expérimentation in vitro. Donc en fait, on a nébulisé nos cellules, notre aspergillus donc avec un colisson et on a comme ça pu exposer nos cellules à ce contaminant biologique. Alors, comment on a fait? Eh bien, on a tout d'abord exposé donc nos cellules. Donc là, on a travaillé, je vous montrerai les résultats concernant uniquement les cellules alvéolaires. Donc, les cellules alvéolaires ont été exposées au formaldéhyde pendant 30 minutes, puis
14 heures après. Donc ça nous servait un petit peu de sensibilisation par rapport à notre hypothèse de travail. Et puis ensuite, on a mis l'aspergillus. Donc les cellules ont été exposées aux contaminants biologiques. Et on a regardé donc 10 heures après ce qu'il se passait. Donc ici, c'est de nouveau donc l'IL-8. On voit bien que donc l'aspergillus seul conduit à une augmentation de cette réponse inflammatoire de 25% à peu près. Mais quand il y a eu une présensibilisation au formaldéhyde, eh bien, l'impact du contaminant biologique est beaucoup plus important sur nos cellules alvéolaires. Donc à ce stade de la mise en place de notre modèle, eh bien, on a pu montrer qu'on pouvait faire des expositions séquentielles en associant un polluant chimique avec un polluant biologique. Seulement, on avait quand même, on restait toujours dans des expositions uniques. Donc, on a vu qu'on pouvait faire du séquentiel. Donc, on s'est dit, si on fait du séquentiel, on peut peut-être faire du répété. Donc, on a repris notre formaldéhyde tout seul. Et cette fois-ci, on s'est dit, on va travailler plutôt sur des cultures primaires par rapport à des lignées cellulaires. Pourquoi la culture primaire? Parce que elles ont une croissance beaucoup plus lente et ce qui fait qu'en fait, elle nous permettait, donc c'était l'hypothèse, hein, elle nous permettrait très certainement de travailler sur une semaine et donc et de faire des expositions, des expositions répétées sur une semaine d'expérimentation. Et donc c'est ce que nous avons fait avec le formaldehyde toujours. Et donc là, on a suivi donc l'ILUT, on regardait la réponse inflammatoire et on a confirmé qu'une exposition au formaldehyde ne conduisait pas à une réponse inflammatoire, deux expositions non plus, et qu'à la troisième exposition, eh bien, on commençait à avoir une modulation de cette réponse inflammatoire. Donc, pour aller plus loin, eh bien, il fallait absolument qu'on passe sur un modèle cellulaire qui nous permette d'aller comment dire, d'éviter que nos cellules finissent par croître de façon trop importante et finissent par mourir simplement parce que la densité cellulaire était importante. Donc, on est passé sur un modèle d'épithélium reconstruit qui est fourni par la société Epithelix, donc c'est le modèle mucilaire. Et comme ça, nous avons exposé nos épithéliums pendant 4 semaines d'affilée et on a fait une exposition par semaine, deux expositions par semaine et trois expositions par semaine. Nous avons comparé donc un épithélium reconstruit d'origine nasale à un épithélium d'origine bronchique. Et ce que nous avons observé, c'est que l'épithélium en fait d'origine nasale ne réagissait pas au formaldéhyde, alors que l'épithélium bronchique, eh bien, on voyait qu'il y avait à la fois un effet temps et un effet dose suite à ces expositions répétées au formaldéhyde. Donc, là, on avançait vraiment dans notre modèle et dans la mise en place de cette chronicité que l'on recherchait, à savoir qu'il fallait vraiment pouvoir utiliser donc ces épithéliums reconstruits et que l'épithélium d'origine bronchique s'avérait être le plus sensible pour, euh, pour évaluer donc l'impact, entre autres pour le formaldéhyde, par exemple. Donc ensuite, s'est posé la question, donc on avait quand même un modèle qui commençait à devenir assez pertinent au niveau du type d'exposition, des expositions longues, des expositions répétées, avec un modèle cellulaire qui répondait bien, qui était physiologiquement, qui reproduisait un petit peu la physiologie nos épithéliums in situ. Mais ce qui manquait, c'est qu'on était toujours sur un polluant unique. Donc on s'est intéressé à des mélanges de composés organiques volatiles qui étaient représentatifs de la qualité de l'air intérieur. Et on a ciblé sur ces mélanges, on a ciblé deux
aldéhyde, le formaldéhyde, donc parce qu'on avait quand même une histoire avec le formaldéhyde, mais l'hexanal également. Et pourquoi on a ciblé l'hexanal? Tout simplement parce que dans une campagne logement, donc la plus ancienne est en violet, la plus récente est en bleu foncé, et on s'est aperçu que entre ces deux campagnes de national logement, quand le mesurage s'est fait pour ces deux aldéhydes, eh bien, on voyait bien que le formaldéhyde avait diminué, ce qui n'était pas, ce qui était évident, puisqu'en fait, il y avait une réglementation avec l'interdiction, entre autres, du formaldéhyde dans les peintures, par exemple, euh, dans les peintures, dans certaines colles, etc. Donc, il y avait moins d'émissions au niveau de logement, mais par contre, on a vu apparaître l'hexanal de façon plus importante dans ces logements et il y a que très peu de données sanitaires sur l'hexanal. Donc on s'est dit, on va reconstituer un mélange de composés organiques volatiles qui comporte donc 17 CoV, dont le formaldéhyde et l'hexanal. Et c'est dans ce mélange, les quantités qui ont été reproduites sont vraiment des concentrations qui sont représentatives des mélanges de l'air intérieur. Alors, dans ce mélange référent, eh bien, il va y avoir le formaldéhyde et l'hexanal qui vont pouvoir être, comment dire, modulés au niveau de leur concentration pour voir un petit peu l'impact, donc l'impact soit du formaldéhyde, soit de l'hexanal, donc dans leur mélange référent sur cet épithélium respiratoire. Donc, on va avoir des mélanges qui vont être surchargés soit en formaldéhyde, soit en hexanal. Donc, on a travaillé, donc je vais vous montrer les résultats que sur 2 semaines. Donc, on a travaillé sur un épithélium bronchique qu'on a exposé pendant 1 heure et 24 heures après, on l'a de nouveau exposé pendant 1 heure. Donc, cette répétition de 2 expositions par semaine s'est fait pendant 4 semaines, mais je vous montrerai les résultats sur 2 semaines. Donc, la réponse inflammatoire a été mesurée au niveau basal, c'est-à-dire dans le milieu de culture, mais également dans le mucus, donc au niveau apical. Donc, ce mélange référent a été surchargé en formaldéhyde soit à 120 et 240 microgrammes par mètre cube, soit en hexanal 120 et 240 microgrammes par mètre cube, les teneurs normales étant 22 et 20 respectivement pour le formaldéhyde et l'hexanal. Et donc, on observe, donc après 2 expositions, qu'il y a une augmentation de l'IL-8 au niveau de la partie apicale, puisqu'on le retrouve dans le mucus, et après 4 semaines également, après 4 expositions également, et qu'on a toujours cet effet dose et cet effet temps. Donc ça, c'est pour le formaldéhyde, et on a un profil qui est tout à fait similaire avec l'hexanal, voire une exposition avec une production d'IL-8 un peu plus importante après 4 expositions. Et cette tendance s'est révélée équivalente pour les 2 autres semaines d'expérimentation. Donc, en fait, on voit qu'il y a une modulation de la réponse inflammatoire en fonction du temps et en fonction de la dose, et qu'il y a surtout, et ça c'était nouveau, des profils similaires entre l'hexanal et le formaldéhyde. Donc, on a recherché un peu plus loin d'autres voies de signalisation, et on a regardé l'expression génique de certains gènes de l'inflammation, du stress oxydant et des marques épigénétiques suite aux expositions au mélange référent surchargé en formaldéhyde ou en hexanal, donc après 2 expositions, 4 expositions. Et ce que l'on observe, en fait, en ce qui concerne les marqueurs de l'inflammation, on voit une surexpression des gènes de l'inflammation. Donc, oui, quand c'est rouge, c'est surexprimé, quand c'est bleu, c'est sous-exprimé. Donc, une surexpression des gènes de l'inflammation suite à l'exposition formaldéhyde et dès la première semaine, donc dès 2 expositions.
pour l'hexanal, en fait, on voit qu'il y a une modulation de cette expression des marqueurs de l'inflammation dès la première semaine, mais elle est plus importante après la deuxième semaine, et on a quelque part des profils qui peuvent être relativement similaires. Au niveau du stress oxydant, eh bien, on voit que c'est surtout en semaine 2 qu'il y a donc une surexpression de ces gènes après exposition au formaldéhyde, alors que pour l'hexanal, eh bien, on voit bien que pour des fortes concentrations d'hexanal, eh bien, dès la première semaine, cela se met en place. En ce qui concerne les marques épigénétiques, eh bien, le formaldéhyde ira plutôt vers des marques qui iront vers une méthylation de l'ADN, alors que pour l'hexanal, on aura plutôt des marques qui iront vers l'acétylation des histones. Donc, ce projet, en fait, nous a permis donc de valider notre modèle d'exposition à l'interface air liquide d'épithélium reconstruit avec des expositions répétées sur plusieurs semaines et surtout avec des mélanges représentatifs des polluants de l'air intérieur. Et donc, et l'avantage, c'est que ça a apporté des connaissances quant à l'impact de l'hexanal sur l'épithélium bronchique. Encore une fois, c'est des choses qui étaient assez novatrices puisque ça n'existait pas vraiment dans la littérature. Donc, à ce niveau-là, donc, on avait essentiellement travaillé sur des polluants de l'air intérieur. Et au départ, mon outil, je l'avais appelé épitoxologie, puisqu'en fait, c'était vraiment de l'air intérieur que l'on regardait. Puis, en fait, on s'est intéressé aux polluants extérieurs et donc on a retiré le hologie et donc notre outil s'appelle maintenant Epitox. Alors, avant d'aborder les polluants extérieurs, en fait, j'avais souhaité essayer de mimer un petit peu ce qui pouvait se passer avec un mélange complexe environnemental, et je trouvais que la fumée de cigarette était très certainement un mélange qui était assez représentatif, car on retrouvait un peu cette phase gazeuse et cette phase particulière que l'on retrouve dans les environnements extérieurs. Donc, on a testé cette fumée de cigarette donc sur des épithéliums reconstruits d'origine nasale, et on les a exposés pendant 3 semaines. On a fait une exposition ou 2 expositions de 5 minutes uniquement parce que cette fumée s'est avérée excessivement toxique. Et ce que l'on a observé, c'est que au niveau de la réponse inflammatoire, eh bien, il y avait la production d'IL-8 qui était très importante après 5 minutes d'exposition dès la première semaine, mais qu'ensuite il y avait comme un phénomène d'adaptation de nos tissus aux expositions. Alors, je me permets de parler effectivement d'adaptation parce que il n'y a pas que l'IL-8 qui s'est trouvé revenir à un niveau basal au cours du temps. D'autres cytokines ont eu également cette tendance. Donc, on s'est demandé si notre épithélium ne s'adaptait pas en fait aux conditions d'exposition. Lorsque l'on regarde au niveau morphologique notre tissu, ce que l'on a observé aussi, c'est les cellules non exposées en fait sont des petites cellules de façon cylindrique et assez homogène. Mais quand les cellules sont exposées, eh bien la taille des cellules donc de notre épithélium, donc c'est un marquage à l'actine, sont très largement agrandi de x3 voire x5 par rapport aux cellules non exposées. Et ce que l'on a observé également, c'est que entre notre épithélium qui était non exposé et notre épithélium exposé, eh bien, on avait une très forte production de mucus de notre épithélium. Et ceci a été confirmé en microscopie confocale après un marquage du mucus avec le WGA, et on voit une quantification, et on voit qu'il y a donc entre 1 et 2 expositions au cours de la semaine, des différentes semaines, une augmentation
progressive de ce mucus au niveau de la partie apicale. A contrario, on a observé, toujours en microscopie confocale, avec le marquage de la bêta-tubuline, qui est un marquage membranaire, qu'il y avait une diminution de ce marquage avec le nombre d'expositions et au cours des semaines. Et en fait, ce marquage de la tubuline se reflète en microscopie électronique à balayage. Ça, c'est donc nos épithéliums exposés à l'air. Ce que l'on voit ici, ce sont les cils. Et ce que l'on a observé, c'est qu'au cours du temps, avec les expositions, eh bien, il y avait des cils qui étaient beaucoup plus petits et beaucoup plus nombreux. Donc, l'hypothèse que l'on a faite, et c'est que nos cellules s'étendaient et en fait, cette diminution de cils était très certainement en fait une adaptation à à l'agent toxique, donc à la fumée de cigarette. Pourquoi je parle d'adaptation et pas de mort cellulaire? Parce que c'est pas une mort des cils, tout simplement parce que si vous reprenez ces épithéliums qui ont été exposés à la fumée de cigarette avec une image où ben, c'est un peu le désert au niveau de la partie apicale des cellules ciliées, eh bien ces épithéliums, au bout de quelques semaines, quand on les met ce qu'on appelait en convalescence, eh bien reviennent vers une image d'épithélium non exposé. Donc on a une récupération pas pour tous évidemment, on a une récupération pour une grande partie des épithéliums de leur cils. Cette étude sur le tabac nous a permis de montrer que l'avantage de ce modèle d'épithélium reconstruit, c'est ce côté dynamique de ce tissu in vitro qui peut-être être représenter un petit peu le dynamisme qu'il peut y avoir au niveau de l'épithélium in situ. Nous avons souhaité regarder l'impact des particules fines sur cet épithélium respiratoire. Pour cela, donc, on a eu un financement et on a travaillé sur des particules d'influence industrielle ou des particules d'influence urbaine et donc plutôt trafic. Donc, au niveau de ces particules, se posait le problème de savoir quel type quel type de système d'exposition on allait utiliser. Donc, évidemment, j'aurais souhaité privilégier le côté dynamique parce que semblait plus proche des expositions par inhalation. Cependant, on n'a pas pu l'utiliser parce que on n'avait pas assez de matériel, donc de particules, pour pouvoir l'utiliser. Donc, on a essayé de se retourner vers le système cloud, mais là, on l'a pas non plus validé, tout simplement parce que lorsque vous déposez vos particules, la déposition au niveau des cellules est en fait de 5 à 10%, ce qui était absolument pas satisfaisant. Donc, on a choisi un autre système, donc qui peut être très discutable, mais que l'on a quand même bien contrôlé, c'est-à-dire que on a mis nos particules dans le milieu de culture, qu'on a soniqué pour éviter les agrégats, que l'on a recontrôlé au niveau physico-chimique pour se garantir qu'il n'y avait pas de modification de leur composition chimique, et en déposant ces particules au niveau de l'épithélium, eh bien, on a fait l'hypothèse que grâce au mouvement ciliaire de notre épithélium, eh bien, il y avait une répartition homogène de ces particules sur la surface apicale, donc de nos épithéliums reconstruits. Et c'est ce qu'on a vu grâce à un petit film qui a été fait chez Epithelix, où en fait là, vous voyez bouger toutes les particules qui ont été déposées grâce au mouvement ciliaire de notre épithélium.
Donc, on a regardé au niveau des trois types d'épithélium, puisqu'on avait des échantillons qui étaient des particules des particules fines, donc et voire ultra fines. Donc on a regardé au niveau nasal, puisqu'on avait un petit peu cette expérience, on l'avait sous la main. On a regardé au niveau bronchique et on a regardé au niveau alvéolaire. Donc au niveau nasal, en fait, on voit que là c'est l'expression du gène IL-8. On a une modulation, mais en fait, on a une sous-expression de l'IL-8 qui apparaît. Au niveau bronchique et alvéolaire, on a des profils d'expression de l'IL-8 qui sont relativement équivalents, avec comment dire, donc ça a été fait donc hein, sur 2 semaines, avec un effet dose et un effet temps. Cependant, on a privilégié l'origine bronchique. Pourquoi? Tout simplement parce que les particules, en fait, qui sont, je le rappelle, d'origine industrielle ou bien, enfin, d'influence industrielle ou trafic, ont une composition chimique très différente. Et l'idée, c'était de voir un petit peu si cette composition chimique pouvait, puisqu'elles sont à granulométrie constante, pouvait avoir un impact différentiel sur notre réponse euh, biologique au niveau des épithéliums. Et donc, on a privilégié l'épithélium bronchique parce que au niveau des gènes du métabolisme, et entre autres le cytochrome P451, eh bien, c'est là où on avait la meilleure réponse. Donc, on en s'est également assuré que, enfin, on voulait voir si notre épithélium pouvait intégrer, enfin, les particules pénétraient dans l'épithélium ou restaient uniquement au niveau du mucus. Donc, on avait fait tout d'abord des colorations au bleu de toluédine et on voyait ces petits grains là que j'ai fléchés, ces petits grains noirs qui n'existaient pas forcément. Enfin, pas toujours dans les épithéliums non exposés, et donc on s'est demandé si c'était les particules. Donc on a fait donc des coupes et on a fait un contraste au citrate de plomb, et effectivement on retrouvait donc ces petits grains noirs donc qui existent au niveau non exposé, mais qui étaient plus abondants au niveau des épithéliums exposés, et surtout quand on faisait des grossissements, qui a ces petites vésicules noires, enfin grains noirs, avaient plutôt une structure minérale qui nous ont fait penser aux particules, donc à l'intégration, au fait que les particules pouvaient pénétrer dans l'épithélium. Et ce que l'on a remarqué, c'était que c'était surtout au niveau des cellules ou des cellules sécrétrices de mucus que l'on retrouvait ces particules. Donc ensuite, on a regardé l'expression génique d'un certain nombre de gènes, hein, donc l'inflammation, le métabolisme, épigénétique, stress oxydant, donc croissance cellulaire et autophagie, avec des expositions donc sur 3 semaines, 2 expositions par semaine, et pour notre épithélium d'origine bronchique. Mais cette fois-ci, on a voulu regarder, voir s'il y avait, donc en plus de cette influence en fonction de la source des particules, savoir si on pouvait mettre en place comment dire, une réponse différentielle en fonction du statut pathologique de notre épithélium. Donc, on a travaillé sur des épithéliums qui étaient issus d'individus de donneurs sains ou d'épithéliums bronchiques qui étaient préparés à partir de biopsies prélevées sur des individus qui étaient asthmatiques, que j'appellerais EPI-H pour les individus sains, EPI-A pour les individus asthmatiques. Pour cette analyse, en fait, on a utilisé une méthode par réseau, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de modulation de l'expression des gènes, donc les gènes sont comparés 2 à 2, donc en orange apparaissent les gènes de référence. Donc quand il n'y a pas de modulation des gènes, eh bien on a ce qu'on appelle un graphe connexe, ils sont tous ensemble. Quand il commence à y avoir une modulation qui se met en place, donc on a ce qu'on appelle des limites de séparation, donc il n'y a qu'une arête qui se trouve entre deux gènes, et puis quand il y a une modulation, eh bien on a des graphes disjoints avec donc des gènes qui sont séparés du graphe principal. Donc
je vous montre une partie des résultats. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne les individus sains. Ici, les individus asthmatiques. Ici, ce seront les PM donc d'origine industrielle et ici, les PM d'origine trafic. Et ce que l'on observe, eh bien, c'est que pour les épithéliums asthmatiques, en fait, eh bien, on a une modulation de l'expression des gènes, donc entre autres de l'inflammation, qui est plus importante que quand on expose nos épithéliums d'origine humaine, d'origine enfin sain, aux mêmes particules. Et on observe également que les particules d'origine industrielle, d'influence industrielle, sont plus impactantes que les particules d'origine trafic. Donc en fait, on a pu valider le fait qu'avec notre système Epitox, eh bien, on pouvait évaluer la modulation différentielle de notre activité biologique en fonction du statut physiopathologique d'un épithélium et des sources d'émission et donc de la chimie des particules. Des particules. Bon, pour conclure, je dirais qu'en fait, la force de ces modèles Epitox, en fait, c'est déjà qu'il répond au principe éthique des 3 R au niveau de l'expérimentation animale, qu'il permet des expositions à l'interface air liquide qui sont contrôlées, mais alors avec un bémol, puisqu'en fait, c'est contrôlé que lorsque on utilise, qu'on travaille sur des polluants gazeux. Euh, que l'on peut faire des expositions longues, répétées, voire des expositions séquentielles, qu'on peut associer du biologique et du biologique et du chimique, que l'on peut travailler sur des modèles en 2D, en 3D, donc en monoculture, en épithélium reconstruit, voire sur des cocultures, et qu'on peut travailler sur des épithéliums qui sont issus de donneurs sains ou avec une pathologie respiratoire. La faiblesse, eh bien, il faut qu'on continue à travailler sur les polluants particuliers puisqu'en fait, là, les expositions sont non contrôlées, puisqu'en fait, on a un problème de quantité de matériel. Et ça, donc, il existe des plateformes. Par exemple, je pense à la plateforme donc, qui a été développée à Créteil, au LISA, donc, qui le Pollurisque, hein, où il y a en continu, en fait, des émissions, donc, des simulations d'épisodes de pollution, donc, et qui sont reliées aux chambres d'exposition des cellules, ou bien ce que l'on peut voir des petits labos, des petits camions labos comme ça, il en existe un à Dunkerque, qui permettent en fait d'avoir toujours, donc de prélever les atmosphères et d'avoir en continu des expositions de façon dynamique de nos cellules, ce qui nous permet ben, d'avoir suffisamment de matériel quand on veut travailler sur le côté particulier. Alors, la force aussi de notre modèle Epitox, en fait, c'est qu'il peut aller au-delà et on a des résultats sur d'autres barrières physiologiques, hein, puisqu'en fait, on peut observer que l'impact des polluants sur la surface cutanée, sur la surface oculaire. On a mis des cocultures entre les cellules nasales et l'œil pour les cellules oculaires pour voir un petit peu de cette relation qu'il peut y avoir, puisque chez l'homme, par exemple, il peut très bien y avoir via le canal lacrymal des relations entre certains marqueurs entre l'œil et le nez. Et puis, il y a des applications autres que je n'ai pas montrées, qui sont donc des pesticides, par exemple. On a travaillé sur les mycotoxines également. Et voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bien sûr, tout ce travail n'aurait pas pu être fait sans. Donc, je suis toute seule hein, au laboratoire, donc j'ai beaucoup d'étudiants. Et donc, ça a été des partages heureux et malheureux, mais bon, on est arrivé à un modèle qui est, à mon avis, assez satisfaisant. Donc, on a eu des supports techniques, hein, Vitrocell évidemment, Epithelix, qui nous ont vraiment beaucoup soutenu sur cette démarche.
Donc, l'école des mines pour tout ce qui est gazeux, donc je dirais donc l'université du littoral et avec le centre commun des mesures pour tout ce qui est particulier. Et puis, bien sûr, on a eu de nombreux financements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'on va rester là. Il est déjà largement passé les 14 heures. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. On se retrouve dans un mois pour faire le bilan de la SPLF, en l'occurrence. Donc, Avec une conférence souhaite à 4 voix. voilà, à 4 voix, en l'occurrence, oui, ça va Ouais. être très chouette. À bientôt donc et merci Sophie. Merci Au revoir. beaucoup. Au Au revoir, à revoir. bientôt. Très bonne fin de Merci. journée. Au revoir. À vous aussi, au revoir.